Les refrains de mon cœur, Frédéric Zetoun. Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des refrains de mon cœur avec aujourd'hui, au micro de RCJ, une invitée qui nous a tant manqué et qui fait pour notre plus grand plaisir son grand retour. Un nouvel album, Un soir entre mille, un nouveau spectacle du 4 au 14 janvier 2024 au Théâtre de Passy. C'est Madame Marie-Paul Bell que j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui. Bonjour Marie-Paul, comment allez-vous ? Bonjour, très très bien. Marie-Paul, avant d'aller plus loin, je vous propose que nous écoutions un petit bijou. Le titre de votre nouvel album, une chanson dédiée à votre amour Françoise Mallet-Joris, un titre qui m'a spécialement fait craquer, Beau temps à Saint-Germain. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite et on parle après. C'est gentil. C'était au printemps, ça je m'en souviens. Il faisait beau temps à Saint-Germain. Dans nos verres de vin, Gevrey Chambertin nous faisait tanguer, ça c'est certain. Arrêtez le temps ici maintenant, pour s'en souvenir longtemps. Ton regard bleu vert m'envoûtait vraiment, tremblement de terre et chamboulement. Pourquoi ce jour-là tout s'est embrasé? Qui a fait ce choix de tout changer? C'était toi, je crois. Je peux me tromper, mais tes mots tout bas m'ont emporté. Arrêtez le temps, ici maintenant, pour m'en souvenir longtemps. Ta voix, ton mystère m'envoûtait vraiment, tremblement de terre et chamboulement. Depuis ce jour-là, tout est différent. J'ai mis des couleurs au noir et blanc. Rien ne s'est fané, même avec le temps. Tu es toujours là, c'est évident. Arrêtez le temps, ici maintenant, pour m'en souvenir longtemps. Dans notre repère, je reviens souvent, tremblement de terre et chamboulement. C'était au printemps, ça je m'en souviens. Il faisait beau temps à Saint-Germain. Beau temps à Saint-Germain, le titre du nouvel album, le premier titre qui ouvre ce magnifique album. On n'a pas l'habitude de passer la pommade ici, vous savez, c'est pas le genre de la maison. Mais en préparant cette émission, j'ai pris un plaisir fou à vous entendre, Marie-Paul. C'est fait à l'ancienne, piano-voix, en live. Des chansons que vous avez, alors là, pour le coup, non seulement composées comme toujours, mais parfois aussi écrites ou coécrites avec Isabelle Maïro. Oui, je coécris depuis des années avec Isabelle, mais écrire toute seule, paroles et musique, une chanson complètement personnelle et autobiographique, c'est très rare. J'ai mis de temps en temps sur un album un titre comme ça, mais là c'est assumé. Là, c'est assumé, puis c'est très personnel. Il y a mon père, ma mère, Françoise. Votre frère et votre papa, il écoutait le cœur des gens. C'est une phrase qu'il a dite que j'ai reprise. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à la fin de cette chanson, vous dites « Moi, avec mon piano, j'écoute aussi le cœur des gens ». Ah oui, c'est-à-dire oui. que vous êtes un petit peu une J'ausculte soignante des âmes.
Et cette chanson est beau temps à Saint-Germain, qui est vraiment magnifique comme les 15 chansons de cet album. Il y a de tout d'ailleurs dans cet album. Il y a la Marie-Paul Bell amusante que l'on connaît avec la chanson dédiée au sport, qui est la dernière de cet opus. C'est les Jeux Olympiques. C'est les Jeux Olympiques, il fallait bien être accord avec. Et puis il y a des petits bijoux de sensibilité et d'émotion, comme cette chanson qui évoque votre magnifique relation avec Françoise Malé-Joris. Françoise Malé-Joris, c'est votre relation à laquelle vous avez consacré un superbe ouvrage qui est sorti malheureusement juste avant la Covid, qui s'appelle Comme si tu étais toujours là. Et j'ai la sensation que cet album, que ces textes où vous êtes donc plus impliqué que d'habitude, on retrouve aussi des chansons que vous aviez écrites avec Françoise Malé-Joris et Michel Chrysolia, ouais, qui étaient vraiment vous formiez les trois mousquetaires à vous trois. Notre trio infernal. J'ai l'impression, oui, un texte sur la solitude, signé de Serge Lama, oui. L'ombre de son chien. J'ai la sensation que vous ne vous êtes jamais tant raconté dans un opus. Non, jamais. Vous savez, en prenant de l'âge, on a un moment, on est obligé pas de faire un bilan, mais de se dire, bon... de se déshabiller un petit peu. Oui, plus que d'habitude. Et puis, j'ai été très malade cette année. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse vite. Voilà. Un sentiment d'urgence. Voilà. Et donc, et de dire les choses essentielles. Tout ce que je n'ai pas dit, je vais le dire. Et je vous assure que quand on est très malade, on fait le tri et on choisit vraiment les valeurs essentielles et les personnes essentielles. Et on connaît le prix du bonheur aussi dans ces moments-là. Ah oui, on profite de tout. Croquer une pomme, un oiseau qui chante à sa fenêtre, regarder une fleur, tout est important. Et ben dans les petits bonheurs du jour, il y a le vôtre, celui que vous nous apportez, celui d'avoir répondu avec toujours autant de chaleur à notre invitation. Et c'est un plaisir de vous avoir, Marie-Paul. Vous connaissez, je vous rappelle, le principe de cette émission, les refrains de mon cœur. Vous avez eu la gentillesse de me souffler à l'oreille 3 chansons qui ont compté dans votre vie. Et on va comme ça se promener pendant une bonne petite demi-heure au gré de vos préférences musicales. Marie-Paul, on fait comment quand on a fait des études de psycho pour un jour, en 69, quitter sa ville natale de Nice, enfin, je crois que vous êtes né à Nice, et quitter sa famille pour monter à Paris. Ça se passe comment ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous dites « Allez, stop, basta, psycho, j'arrête là, et je monte à Paris, astiquer mon piano à Paris ». En fait, vous savez, je suis née dans une famille corse très traditionnelle, oui. Et donc avec comme ça... Des rites. Et j'ai perdu ma mère en 69, au mois de juin. L'année d'ailleurs où vous montez à Paris. Et c'est là, et c'est pour cette raison, parce que normalement, d'après la tradition, j'aurais dû élever mes 2 petits frères. Oui. Dans le disque, vous en parlez. J'ai dit petit frère, mais en fait, j'ai fait une contraction des deux petits frères. Et les deux se sont retrouvés en un seul. Et donc, je me suis dit, si je sacrifie ma vie pour élever mes 2 petits frères... Je passe à côté de la mienne. Oui, et donc c'est très égoïste. Et j'ai culpabilisé pendant des années de ce réflexe. Mais en fait, je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas décidé cette chose-là. Et la grande récompense, la plus belle récompense, c'est que 10 ans après, quand j'ai eu le succès de La Parisienne, ma grand-mère m'a dit « Assieds-toi près de mon lit ». J'ai dit « Oui, bonne maman ». Elle m'a dit « Je vais te dire une chose », parce qu'elle roulait un peu les airs, parce qu'elle était bonifacienne. Promets-moi une chose, ma chérie. J'ai dit « Oui, qu'est-ce que c'est ? Ne montre jamais tes cuisses comme Sheila ». Sheila, si elle nous entend, ça va lui faire plaisir. Mais je l'adore. Je veux dire, c'était la période de Be Devotion et tout ça. Donc j'ai dit, je te promets, parce que ça, je me sentais pas de le faire. Mais c'est très drôle. Mais en plus, et puis après, mes 2 petits frères m'ont dit, mais comme tu as bien fait de faire ça, vraiment, au contraire, ils m'ont poussé. Donc, Et vos petits frères vous ont poussé, puis j'imagine que ce concours que vous avez gagné à Télé Monte Carlo, qui vous a donné le droit d'enregistrer un premier 45 tours chez CBS à l'époque, ça s'appelait comme ça. Aujourd'hui, c'est Sony Music en 69. J'imagine que ça vous a donné le petit dernier coup de pied quand même pour monter à Paris. Ah, complètement. C'est parce que j'avais gagné ce concours aussi que j'ai eu cet élan, parce que je me suis dit, c'est possible de chanter pour d'autres personnes que ses copains de fac.
Donc, j'ai donné l'excuse à ma famille de finir mes 2 certificats pour avoir ma maîtrise. Comme ça... Ils étaient contents. Voilà, j'avais un diplôme, je pouvais être psychologue. Et puis, j'ai utilisé mes talents de psychologue autrement. Avec tous les psychopathes qu'on rencontre dans ce métier, j'imagine que ce diplôme et cette expérience de psychologue doit vous servir tous les jours, j'imagine, Marie-Paul. Oui, on décode assez rapidement les comportements, surtout en dynamique de groupe. Alors, Marie-Paul, 69, vous montez à Paris, un premier 45 tours chez CBS. C'est précisément l'année de l'enregistrement de la chanson que vous avez choisi de nous faire entendre, de la première chanson que vous avez choisi de nous faire entendre, Because, les Beatles. Alors, c'est signé comme d'habitude Lennon-McCartney. Ouais. On sait aujourd'hui que c'est Lennon qui l'a écrite toute seule. Je vous propose qu'on écoute cette chanson. Vous allez nous dire pourquoi cette chanson, précisément, pourquoi vous l'avez choisie. Oui. Because, les Beatles. On écoute. Je vous assure que nous, en studio, on a Marie-Paul qui nous fait les chœurs. Et je vous assure que ça vaut vraiment le déplacement. Marie-Paul, pourquoi cette chanson? Pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Il est magique. La première fois que je l'ai entendu, j'ai été sidérée par la beauté des harmonies, des accords. Je veux dire, c'est extraordinaire ce qu'ont inventé les Beatles. Non seulement c'était une révolution sociale de la musique dans notre jeunesse, mais en même temps, je veux dire, le don de la mélodie, rien que des chœurs comme ça, je veux dire, avec des voix avec des modulations extraordinaires. Moi, ça me donne la chair de poule encore aujourd'hui. Ça fait partie des morceaux qui vous ont donné envie d'y aller, d'aller en découdre et de monter sur scène? J'étais complètement fan. Moi, j'habitais Nice à cette époque-là. J'avais très, très peu d'autorisation de sortir de mes parents. Et là, c'était exceptionnel. C'était au Palais des Expositions. Et je suis allée les voir chanter. Et il y avait les pompiers qui nous arrosaient avec des lances d'incendie et tout ça. Mais c'était... J'étais sidérée que ça existe. Il y a 3 personnes. Il y a les Beatles qui m'ont donné le déclic, et puis Barbara et Brel. Quand je les ai vus... Barbara, nous allons en parler tout à l'heure. Sur scène, je me suis dit, je dois pouvoir y arriver, je dois essayer. Et donc j'ai essayé. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette chanson, la petite histoire de cette chanson? Non. De Because. En fait, Lennon a raconté ça après. Alors, vraiment, c'est écrit dans les déclarations des nombreux articles où il dit ça. Yoko Ono aurait été en train de chanter la sonate au clair de lune, de jouer la sonate au clair de lune de Beethoven, et lui aurait demandé en s'amusant, joue-la-moi à l'envers. Je savais pas. Il semblerait que le début de la mélodie corresponde vraiment à la sonate au clair de lune, jouée à l'envers, de gauche à droite et non pas de droite à gauche. Ça alors. Et donc voilà, ça aurait été ça le point de départ de cette de la mélodie et de la création de John Lennon. Marie-Paul, avant les premiers succès, un passage très remarqué chez Philippe Bouvard en 73 dans son émission que tout le monde regardait, et puis la Parisienne qui a fait votre immense succès en 1976, première Olympia en vedette en 78. Où êtes-vous allé chercher la force de tenir dans les moments de doute? Parce qu'il y a quand même quelques années qui n'ont pas dû être faciles. C'était quoi votre oxygène, ce petit coin où vous alliez vous ressourcer en vous disant « ça va marcher, ça va le faire » ? Je ne me disais pas « ça va marcher » parce qu'on n'en sait jamais rien. Mais c'est le plaisir de créer. On ne sait pas pourquoi, enfin moi je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup j'entends une musique et j'ai l'urgence de la jouer ou de l'enregistrer sur mon téléphone aujourd'hui, autrefois sur des cassettes. Et
je dois absolument l'écrire, même si un jour elle ne sert jamais à rien. J'ai des tas de chansons dans mon ordinateur et sur des vieilles cassettes. Oui. Et des tas de chemises avec des brouillons et des chansons finies, même. Quelquefois, il y a marqué « horreur », mais sur... Horreur, ça doit donner envie de les réécouter. Non, parce que dans une chemise où il y a marqué « horreur », on peut tirer un mot qui va donner une chanson qui est sublime. Magnifique, bien voilà. sûr, bien sûr. Et donc, je garde tout. Et c'est ça qui m'a fait tenir. C'est la création, en fait, de rester chez soi, comme pendant le confinement. Qu'est-ce qui m'a fait tenir? C'est de jouer chez moi au piano tous les jours, une chanson au piano-voix pour que les gens connaissaient moins et que je ne chantais pas sur scène. En fait, c'est le travail qui vous a fait tenir. Le boulot. Oui, mais je suis très paresseuse aussi. Donc, ah bon? Oui, très paresseuse. Je peux très, très bien ne rien faire pendant des journées. Et puis, quand je m'y mets, je ne m'arrête pas. Il paraît que quand j'étais toute petite, c'était pareil. Maman me disait... Il paraît que je disais « il faut que je joue ». Tellement j'avais cette fringale. Et bien là, j'ai la fringale de créer. Et là, je vous assure que depuis des mois, j'ai la fringale d'être sur scène parce que j'en peux plus d'être chez moi sur mon canapé. Et vous allez être rassasié, vous allez rassasier votre public, je le rappelle, à partir du 4 janvier prochain, puisque vous serez pour 10 soirs. 10 soirs pour commencer, je suis sûr qu'il y aura des prolongations. 10 soirs au Théâtre de Passy. Marie-Paul, dans le Paris des années 70, c'était encore un Paris de boîtes de chansons, de cabarets. Enfin, ouais, ça semble être un temps complètement... on a l'impression qu'on parle de Mathusalem, quoi. Ouais. Vous êtes souvent produite dans un cabaret mythique, l'Écluse, oui. Où c'était aussi illustré quelques années plus tôt une certaine Barbara. Oui. On peut pas évoquer votre carrière sans parler de Barbara. Ah, c'est gentil de dire ça, parce que c'est vrai que elle m'a donné la force de... Quand j'ai vu cette femme qui chantait l'amour comme elle le chantait, comme elle le décrivait, et qui composait ses mélodies. Moi, comme vous. Oui, mais moi, je l'ai composé chez moi et je me suis dit, bon, c'est possible qu'une femme parle d'amour, c'est possible qu'une femme joue du piano et chante ses mélodies au piano, c'est possible. Donc, il y avait Véronique Sanson déjà aussi à l'époque. Oui, mais Véronique Sanson, elle est plus rock'n'roll que moi. C'est vrai, elle est beaucoup plus pop. Donc moi, j'avais des mélodies très classiques et Barbara aussi, finalement. Donc, mais j'adore Véronique. Hein, ça, j'adore. Si je pouvais savoir faire ça, je le ferais. Mais moi, j'ai été nourrie par les mélodies classiques parce que maman jouait très bien du piano, puis on écoutait du classique à la maison. Et en même temps, j'avais ce contraste d'adorer et d'être fan de jazz. Et en même temps, j'étais fan des Beatles. Donc, j'avais un mélange très bizarre, quoi. Une formation éclectique et un goût assez, une palette assez éclectique, en somme. On pourrait définir comment le lien qui vous unit à Barbara et à son œuvre, c'est quoi ? C'est une admiration, c'est une reconnaissance, c'est quoi ? Oui, une admiration en tout premier lieu. Et puis après, j'ai eu la chance de la rencontrer grâce à Roland Romanelli qui m'accompagnait. Et je sais qu'elle aimait bien mes chansons. Et quand elle a fait l'Olympia en 78, j'étais dans la file d'attente pour entrer dans sa loge, oui. Dans l'ancienne Olympia, dans la loge d'Edith Piaf, etc., bien en sûr. Bas au rez-de-chaussée. Et Roland l'a prévenue que j'étais dans la file d'attente. Elle est sortie de la loge, elle a remonté toute la file d'attente et elle est venue m'embrasser en disant « J'adore ce que vous faites » et je suis devenue rouge comme ce micro. Et je disais « Mais c'est moi qui viens vous dire ça, c'est moi qui dois vous le dire !» Et donc, c'est cette complicité. On s'appelait de temps en temps, très rarement. Et la dernière fois que je lui ai parlé, c'était 3 jours avant sa mort. Avant son départ. Oui, et c'était un vendredi. Elle est morte dans la nuit du dimanche à lundi. Et je n'avais pas de maison de disques. Et j'étais très déprimée. J'arrivais plus à composer. Et elle m'a dit 2 choses qui me resteront toute ma vie. J'ai dit, j'arrive pas, le piano, j'arrive pas, je trouve que de la merde. Je lui dis, elle me dit, mais si le piano ne te parle pas, s'il te boude, ma chérie, attends quelques jours, il va te reparler. Et après, quand je lui ai dit que j'avais pas de maison de disque, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est scandaleux, comment, je comprends pas, je vais m'occuper de toi. Et alors, j'avais pas de maison de disque, écoutez bien ce que je vous dis, parce que pour moi, c'est un signe extraordinaire. Oui.
Elle est morte dans la nuit du dimanche au lundi et dans la semaine qui a suivi, j'ai signé dans le label où elle était. Un signe. Alors je sais qu'elle m'a aidé d'où elle était. De Barbara, vous avez choisi une chanson parue en avril 63, Attendez que ma joie revienne, une chanson traitant de la difficulté d'aimer de nouveau lorsqu'un chagrin d'amour vous griffe encore le cœur. Oui, Attendez que ma joie revienne avant que je puisse vous dire je t'aime, puisque c'est les je t'aime de l'autre compagnon que j'entends encore. Pourquoi cette chanson, Marie-Paul ? Parce que je pense que tout le monde le vit au moins une fois dans sa vie. Et que moi, j'ai eu énormément de mal à aimer une autre personne que Françoise Malé-Joris, qui était ma compagne. Et on aime différemment. On aime de nouveau, mais différemment. On n'aime pas de la même façon. Et sûrement pas aussi intensément. Et donc, c'est ma chanson préférée de Barbara. Je vous propose qu'on l'écoute. Attendez que ma joie revienne. Visiblement, votre joie est revenue et la nôtre aussi de vous avoir à ce micro. On écoute. Attendons que ma joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir. Avant de me dire je t'aime, avant que je puisse te le dire, attendons que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire. Laisse-moi, le chagrin m'emporte et je vogue sur mon délire. Laisse-moi, ouvre cette porte, laisse-moi, je vais revenir. Marie-Paul, et vous la chantez, vous la connaissez ô combien cette chanson, puisque vous l'avez interprétée de nombreuses fois sur scène. Vous avez été celle peut-être qui a fait connaître Barbara à des tas de gens qui ne la connaissaient pas, puisque vous l'avez chantée sur scène pendant des années et des années. Oui, j'ai eu la chance bon, quand j'ai fait cet hommage à Barbara, j'ai eu la chance... Qui a duré longtemps. 2 ans après sa mort. Au début, certains journalistes m'ont critiqué en disant on n'a pas le droit de toucher à Barbara, c'est un scandale, oui, etc. On s'en fout Maintenant, de ce que disent ces gens-là. Tout le monde touche à Barbara, heureusement. Plus ou moins bien d'ailleurs, si vous regardez bien. Oui, ça je n'ose pas le dire. Mais j'assume. Et donc, c'était tellement pour lui dire merci, c'était pas pour profiter de son absence. J'ai entendu des choses très difficiles. Et puis après, ces mêmes journalistes, quand ils m'ont vu, parce qu'ils ont fait l'effort, entre guillemets, c'est déjà bien, parce que c'est déjà un souci de les faire venir. Oui, et puis quand même professionnel, hein, de correction professionnelle. Donc quand ils m'ont vu après, ils donnaient mes dates de concert pour dire allez-y, allez la voir. Donc c'est élégant, je trouve, et je les remercie. Et j'ai tourné avec ce spectacle pendant des années, et même à l'étranger, au Japon, en Pologne, au Qatar, je veux dire partout. C'était extraordinaire, la force des mélodies et des mots, même dans des pays où on ne comprend pas le français. Il n'y avait pas que les colonies françaises qui il n'y avait pas que l'Alliance française qui venait, quoi. Absolument, et c'est fabuleux. Et moi, je suis portée par ces mots, et ils rentrent dans ma peau, et je les ressens tellement que je les redis, je pense autrement. Et ce que vous disiez tout à l'heure est vrai, c'est que beaucoup de jeunes, à cette époque, 2 ans après sa mort, ne la connaissaient pas. On redécouvert Barbara, voilà. Bien sûr. Et puis même d'aller porter ses paroles, la bonne parole et ses paroles, dans des pays peut-être où elle n'était jamais allée chanter. Au Qatar, ça m'étonnerait. C'est plutôt bien, de se dire qu'on a cette mission de transmettre, de transmission. J'étais très contente de ça, et je le suis toujours. Et dans tous mes tours de chant, je mets une chanson de Barbara ou 2 même. Là, je vais... Dans le prochain, je chanterai « Dis quand reviendras-tu » et puis la petite cantate. Marie-Paul, on continue notre balade au pays de vos préférences musicales. Et là, on va changer radicalement de genre pour aller écouter Ella Fitzgerald et son Cricket Song. Alors là, mon petit doigt, votre attaché de presse, c'est mon petit doigt, m'a dit que c'était un souvenir très très personnel. Juan-les-Pins, festival de jazz de Juan-les-Pins. Ah oui, c'était extraordinaire. Quelle année ? En quelle année ?
Ça, je me souviens plus. Dans les années 60, mais peut-être 64, mais Vous n'étiez pas connue encore, vous étiez encore pas du étudiante, tout. d'accord. Étudiante encore. Oui, complètement étudiante. Je pensais même pas du tout un jour faire de la chanson. D'accord. Mais j'avais une admiration, mais sans borne, et que j'ai toujours pour Ella Fitzgerald. Cette tessiture, cette aisance, cette improvisation, la façon de faire du scat comme ça, je veux dire, c'est extraordinaire. Et donc, j'avais la chance d'avoir une tante qui m'a initiée à l'écoute du jazz. Donc, j'avais le classique par ma mère et le jazz par ma tante. Oui. Et c'était la création du festival de jazz d'Antibes du Jean-Lépin. Donc, j'ai commencé avec Sidney Bechet, Et des petites pointures, quoi, des gens de petits amateurs sympathiques. Armstrong, Oscar Peterson, D'accord. tous les grands, je les ai vus. Et quand j'ai vu Ella Fitzgerald dans la Pinède le soir, extraordinaire, je l'ai vu plusieurs fois après. Mais alors, ce soir-là, il est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Racontez-nous. À un moment donné, entre deux chansons, on a entendu les cigales ou les grillons ou les crickets, je ne sais pas, en anglais c'est cricket, voilà, se mettre à chanter en rythme, tous ensemble, ça faisait comme un shaker, ça faisait... Et tout de suite, elle a fait comme ça, elle a claqué des doigts, elle s'est tournée vers ses musiciens, elle a dû donner une tonalité, j'en sais rien, ou une grille d'accords. Et elle s'est mise à improviser avec le son naturel qui sortait des pins de la Pinède. Et c'est comme ça qu'a été créée la chanson. Absolument. C'est son improvisation, et elle disait des choses drôles, et on entend sur le live le rire des gens parce qu'elle disait « Cricket, avec moi tu chantes » et tout ça. Elle disait n'importe quoi, et les gens se marraient parce que c'était complètement improvisé, même avec les mots. Et c'est resté. Et c'est resté, et on a enregistré le live de ce jour-là, et c'est resté, et cette chanson est gravée à jamais, quoi. Je vous propose qu'on l'écoute, ce moment-là. Cricket's on the right, cricket's just singing with me all the night. What can I do? There's too much competition, but I love him. Oh yes, I love him. What do I do? What do I say? I don't care anyway, 'cause they made this a happy night for me. So sing on, crickets, as long as they sing. We know it's a happy thing, 'cause when they stop, that bop is over for me, over for me. So sing on, crickets, sing for me. Come on, crickets. C'est absolument magique, c'est absolument magique. Marie-Paul, on arrive déjà à la fin de notre rendez-vous. Non. Vous imaginez, on a à peine commencé. Bon, on va prendre rendez-vous, vous allez venir toutes les semaines. Ah ben oui, moi je suis. On fait ça, on fait une Marie-Paul Belle Story. Et Voilà. puis vous me racontez toute l'histoire de la chanson, parce qu'il y a tellement de belles histoires que vous connaissez, que j'aimerais entendre de votre bouche avec votre beau sourire. Écoutez, je vous promets, écoutez, entre-temps, on a quelques trucs à faire ensemble avant. Ah oui, mais, des chansons par exemple. Par exemple, Oui. allez savoir. Marie-Paul, je rappelle vraiment, encore une fois, quand on n'aime pas, on dit rien, mais quand on adore, on le dit. Marie-Paul Belle, Un soir entre mille, je le dis et je le répète, ça fait longtemps que j'ai pas entendu un album de cette qualité-là, des paroles, des musiques, des paroles qui vous prennent au cœur, des musiques jouées en live, tout a été enregistré en une prise, piano-voix, Marie-Paul à son piano, et elle chante pour notre plus grand bonheur, 15 chansons, il y a toute la Marie-Paul Belle qu'on aime, la drôle, et puis surtout, moi, celle qui m'a toujours... pour laquelle j'ai toujours une préférence, la Marie-Paul Belle tendre, la Marie-Paul Belle émouvante. Écoutez cet album, Un soir entre mille, ça vient de sortir, je crois que c'est sorti le 3 novembre. Hein, donc, oui, le 3 novembre. Il est vraiment tout chaud. Je voudrais dire une chose, c'est la première fois que j'ai ma voix qui est aussi présente et qui a une prise de son aussi extraordinaire. Elle est de Yann Lemaitre. Et le son est très beau. Le fils de Jean-Jacques Lemaitre, qui a eu le Molière de la meilleure musique théâtrale chez Ariane Mouchkine. Donc, et depuis qu'il est gamin, il est là-dedans. Il est là dans la musique, et il m'a fait une prise de son extraordinaire. Marie-Paul, du 4 au 14 janvier 2024, là, donc dans 2 mois, on peut commencer bien sûr à réserver Théâtre de Passy, un magnifique petit théâtre dans le 16e arrondissement. Oui. Et puis alors, une dernière question que je pose à tous mes invités. Marie-Paul, quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour ?
L'amour. Du public? L'amour, oui, le public me donne des tsunamis d'amour. Des tsunamis d'amour, c'est joli. Oui, dans mon quotidien, à part Françoise, qui est une autre forme de tsunami d'amour, mais aussi fort, je n'ai jamais rencontré d'émotion. Si demain je n'ai plus ça, je peux partir tout de suite. Parce que c'est la chose la plus forte de toute ma vie que j'ai connue. Vous l'aurez encore longtemps, à n'en point douter. Jusqu'à 120 ans, comme on dit chez nous. Oh, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Marie-Paule, merci beaucoup. Merci.